Donc je propose que l'on commence. Oui. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième acte de notre journée, de notre pièce sur la mort et l'ultime exalisme. Et je suis particulièrement heureuse et fière de présenter Fernando Lopez qui va nous parler ce matin. Fernando Lopez Rodriguez, qui est artiste et chercheur, qui a suivi une double formation en philosophie et en danse, et qui est titulaire d'un nombre considérable de diplômes, c'est très impressionnant. 2 masters en philosophie, l'un obtenu à l'université Complutense de Madrid, l'autre à l'université Paris 8. Il a également un master et un doctorat en danse de la même université, où il enseigne désormais dans le domaine théorico-pratique. Sur le plan chorégraphique, il a fait des études en danse flamenco en Espagne à la chaire de flamencologie de Jerez de la Frontera. Alors, je ne suis pas du tout hispanophone, donc j'essaye un petit peu. Et puis je vais vous laisser présenter les titres de vos publications, mais je vais quand même un petit peu essayer. Il a développé sa carrière comme danseur et chorégraphe dans différentes compagnies en Espagne, en France et en Allemagne. Et il dirige son propre projet chorégraphique depuis 2009, avec lequel il a créé Bailar las Palabras. Beaucoup de spectacles. Ok. Je vais dire ça. Non, quand même, si vous ne les dites pas. En 2013, H2O, HNO en 2014, Bailar en Hombre en 2015, Intimo Interior Meo en 2016, ainsi que Decide. Too Easy to See, ça c'est beaucoup plus facile pour moi, et Pensaor en 2018. Dans le domaine de la recherche, il a gagné le premier prix de recherche en danse de l'Académie des Arts Scéniques de l'Espagne avec son mémoire de M2, qui a été traduit et publié en espagnol sous le nom, et là par contre je vais vous laisser. Donc c'est Mirage de l'identité chorégraphique, je pense que c'est la traduction. D'accord. Sur l'esthétique et l'histoire d'une danse qui s'appelle Farruka. Voilà. Ainsi qu'un livre publié en 2017. Ouais, enfin. Oui, voilà, je pense que c'est un peu daté comme biographie, je vous ai transmis. Ouais, après j'ai publié ma thèse en espagnol sur le titre de l'histoire queer du flamenco, qui va se publier en français en juin. Voilà. Très bien. Donc beaucoup de lectures en perspective pour nous. Et vous allez nous parler ce matin de Mathilde Monnier et de Pavlova 323. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse la parole. Ok. Bon, merci beaucoup et merci à toutes. Merci pour l'invitation. Je suis très très content d'être ici et de tenter d'autres formes de partage et épistémologique. Donc je vais essayer, peut-être que ça va être un échec, mais je vais essayer d'hybrider en quelque sorte le mouvement et la parole, et aussi la vidéo et le son pour essayer de transmettre un certain nombre de choses qui vont au-delà de l'analyse de la pièce Pavlova 323 de Mathilde Monnier, et qui va être malgré tout le centre de ma communication. Mais justement, avant de rentrer dans le détail de cette pièce, j'aimerais me mettre un peu en mouvement, et comme en guise d'introduction, et aussi des monstrations de mon point de départ, je dirais de ma perspective et de l'après-compréhension de la mort que j'ai en termes esthétiques et aussi en termes de mouvement, qui va être aussi une des questions qu'on va se poser par rapport à comment on traite la question de la mort sur scène et ailleurs. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais y aller.
más bueno. Por ser más bueno. Y justo que bate es de los cielos y tú que mandas capataz. Manda callar al pueblo entero. Que yo quisiera escuchar los pasos. Los pasos. Ay, los pasos pasitos que Donc, voilà, donc c'est... Ça résume bien. Donc justement, c'était un chant qui s'appelle Saeta, qui veut dire flèche. C'est un chant qu'on ne danse pas normalement. Ah, pardon. Merci. Donc oui, un chant qui s'appelle Saeta, qui est chanté a cappella depuis les balcons, normalement pendant les processions, et dans la Semana Santa, donc à Pâques, quand il y a la Vierge et les Christ qui sont promenés dans les rues de l'Espagne, notamment dans le sud, mais pas que. Et oui, c'est un chant qu'on ne danse pas, ce qui est intéressant aussi pour moi, pour comprendre quel type de danse peut être effectué pour accompagner la mort des autres et pour représenter la mort. Et c'est une manière de danser cette précompréhension de la mort comme quelque chose qui est attaché à une représentation religieuse où on montre la mort d'un prophète. On fait aussi un rappel du fait qu'on va tous et toutes mourir, qu'il faut quand même prendre un engagement moral, éthique, si on veut avoir une deuxième opportunité après la mort, une vie éternelle, et qui nous rappelle aussi de manière presque cathartique la mort des autres, des personnes intimes, aussi pour évacuer en quelque sorte la peur, la tristesse et aussi la sensation de solitude et de vide qui existe souvent derrière la mort, ce qui est complètement absent dans les processions où effectivement il y a les tailles de la Vierge et du Christ, mais il y a de la musique, il y a énormément de monde dans les rues. Donc c'est une sorte aussi
une manière d'évacuer un des aspects les plus désagréables de la mort, qui est la sensation d'une disparition complète, du néant et du silence. Et encore une fois, ce n'est pas une danse qui est dansée. Il y a certains chorégraphes qui l'ont travaillé dans le domaine du flamenco contemporain, comme Andrés Marín ou même dans cette version de 2016. Mais oui, c'était une manière de rentrer dans la question depuis le point de vue les idées reçues qu'on a, l'ambiance un peu religieuse et éthique concernant la mort comme un objet de réflexion par rapport aux normes éthiques qu'on se donne pour vivre, et aussi pour réfléchir sur le type d'esthétique avec laquelle ou à travers laquelle on perçoit l'expérience de la mort, qu'elle soit la mort des personnes qu'on connaît ou la mort des personnages, je dirais, mythologiques. Et voilà, on reviendra peut-être à cette question. Et ce n'est pas la seule représentation ou la seule forme esthétique qu'on trouve de la mort en Espagne. Je parlais des processions. On a d'autres exemples comme la danse de la mort qui apparaît dans le XIIIe siècle jusqu'au XVe siècle et qui est légèrement thématisée dans les codex de l'Escorial et dans les livres... C'est pas moi. C'est vrai. Et les livres du Bon Amour, ça serait la traduction de l'archipêtre d'Ita. Et donc c'est une danse pantomime qui a été exécutée d'abord par des hommes, mais après aussi on a trouvé quelques pistes d'interprétation féminine. Et l'objectif de cette danse-là est justement de rappeler que la mort est égalitaire pour tout le monde, qu'elle traverse toutes les classes sociales. Et donc dans cette danse pantomime, en plus du personnage de la mort, il y a tous les personnages sociaux, tous les rôles sociaux qui apparaissent. Donc une petite fille, une nonne, une prostituée, un curé, un homme riche, etc. pour dire, peu importe quelle est notre classe sociale, la mort va arriver. Et donc ça sera un deuxième exemple de cette culture de la mort en Espagne que je voulais évoquer. Et un troisième exemple serait celui de la tauromachie, comme un exemple d'assassinat ou de crime indirect qui est censé non seulement montrer la mort d'un animal, mais montrer aussi la supériorité du torero. Et c'est des exemples qui sont recueillis dans Théorie et jeux du duende de Federico García Lorca, où il dit que l'Espagne avec le Mexique, c'est les deux pays du monde qui ont une culture et une esthétique de la mort plus forte. Ça c'est une hypothèse à débattre, mais en tout cas c'est quelques exemples qui donnent des pistes sur la manière qu'on a de concevoir esthétiquement la mort en Espagne, et donc aussi mon point de départ avant de faire cette analyse qui a été un de mes premiers exercices de dissection chorégraphique d'une pièce, et Pavlova 323 de Mathilde Monnier, où la mort n'est pas montrée dans un objectif pédagogique pour dire tout le monde va mourir, n'est pas montrée dans un contexte religieux pour dire rappelez-vous que vos actions morales ont des conséquences et que la mort est le mouvement d'un jugement de cet ordre-là, n'est pas non plus la représentation d'un crime ou d'un assassinat comme dans la tauromachie, n'est pas non plus la monstration d'un suicide. Donc il y a toute une palette de possibilités en rapport avec la monstration de la mort qui n'apparaissent pas dans Pavlova 323. Ici, il s'agit de montrer le processus même de la mort. Donc des exemples différents de comment le corps est affecté par des processus de mort qui arrivent soudainement. Donc ce n'est pas non plus la mort qu'on feint d'une longue maladie qui finit par tuer la personne, mais comme quelque chose qui arrive dans une sorte de surprise karmique, je dirais, ou de surprise musculaire, et où justement chacun des interprètes va traverser un processus différent
depuis le corps, ce qui peut nous permettre aussi de mieux comprendre physiquement ce processus de la mort-là. Et donc là, oui, on rentre dans la pièce pour mieux comprendre comment ce processus de la mort est montré et dansé. Donc tout d'abord, il faut rappeler que Pavlova 323 de Mathilde Monnier est une pièce créée en 2009 qui fait rappel à une autre œuvre chorégraphique antérieure. Donc on ne peut pas rentrer non plus directement dans Pavlova 323 sans parler d'abord de La mort du cygne, qui dure effectivement 3 minutes 23 secondes, une vidéo de 1925 où on voit danser Pavlova avec la musique de Saint-Saëns et la chorégraphie entre guillemets de Fokine, Michael Fokine, parce que justement ce qui est montré par Cyril Loh dans un article publié dans ce livre, c'est que c'est un ballet presque improvisé, où il y a des sortes des directrices, une partition plus ou moins souple pour la danseuse, mais que ce n'est pas une chorégraphie complètement écrite, et ce n'est pas non plus une chorégraphie qui puisse être traitée depuis le prisme de la variation classique. Et, en tout cas, la pièce d'origine ou la source d'inspiration de Pavlova 323 semble être cette pièce de Fokine Pavlova, La mort du cygne, et qu'on va montrer. Ok, donc je vous invite à regarder cet extrait sans son, si j'arrive. Ouais, parfait. Et en écoutant une description qui est faite par Cyril Loh dans son article, où il décrit le processus de la mort dans La mort du cygne de la manière suivante. Donc il dit: le mouvement de la mort envahit peu à peu l'interprète par une progression de la fatigue et de l'épuisement qui atteint la qualité des transferts de poids, tandis que le membre supérieur devient de plus en plus lourd, comme inanimé. Les mains, très vivantes du début, deviennent peu à peu apathiques et se cassent au niveau des poignets, et dans la pause finale, ce sont les gestes des mains qui meurent en dernier. Aussi, le solo s'organise-t-il à partir d'une verticalité de plus en plus difficile à conserver, comme si cette danse devenait une lutte vaine pour rester debout et garder la tête haute. La posture érigée se dégrade par les chutes successives et les différents abandons à la gravité grâce à une alternance entre tension et relâchement accentuée par le travail de la respiration. Loin d'une quête d'élévation, l'une des caractéristiques de cette nouvelle danse au XXe siècle est l'exploration au sein du monde du ballet de la valeur expressive des qualités des transferts de poids et de la relation de l'homme, ou de la femme je dirais, à la force gravitaire comme source d'expression. La transformation des états de corps de Pavlova s'appuie particulièrement ici sur un travail du rythme respiratoire qui évolue au fur et à mesure de la pièce. L'allure de la respiration est issue d'une grande valeur expressive. Lente ou rapide, profonde ou superficielle, régulière ou irrégulière, rythmée à 2 temps, inspiration-expiration, ou à 3 temps, inspiration, apnée, expiration. La respiration de plus en plus difficile et chaotique marque l'épuisement de plus en plus visible du cygne danseuse.
La cage thoracique devient ainsi le lieu d'une scène pulmonaire qui met en scène littéralement l'expiration du dernier souffle. Ce travail organise en savant des règlements respiratoires avec ces essoufflements, contractions et convulsions permis par la mobilité et la souplesse du torse. Cette version de Pavlova donne ainsi à voir autant la défaillance de la posture érigée qu'une dramaturgie de l'expiration. Voilà. Donc, disons qu'on part de cette pièce et pour se demander aussi quel rôle occupe dans la pièce Pavlova 323 et comment, d'une certaine manière, le signe et la mort du signe apparaissent ou sont cités à l'intérieur d'une autre pièce. Donc, justement, j'ai essayé de recueillir diverses citations du signe et de la mort du signe dans Pavlova 323, qui apparaît comme une sorte de préface dans le premier solo. Et vous allez regarder après quelques images. Et récupérant l'explication, illustration faite par Maya Plisetskaya de son interprétation de la mort du cygne. Parce que quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que la mort du cygne devient une pièce presque fétiche de l'histoire du ballet, et que ce n'est pas seulement Pavlova qui va l'interpréter, mais tout un tas de danseuses tout au long du XXe siècle, et que dans l'article de Cyrillo, il y a une analyse des différentes versions et qui sont complètement différentes, parce que ce travail de l'expiration et de l'essoufflement de la danseuse présente dans l'interprétation de Pavlova n'existe plus dans d'autres versions qui sont plus, comme le cas de Maya Plisetskaya, de l'ordre de la résistance à la mort. On voit vraiment une danseuse qui tient, qui essaye de résister jusqu'au bout, mais qui finalement finit par tomber, même si de manière très élégante. Et donc, dans le premier solo, effectivement, apparaît l'explication faite par Maya de comment elle a conçu son solo. Mais ce n'est pas la seule citation qui apparaît dans Pavlova 323. C'est aussi une reprise interprétée depuis l'axe du souffle de l'équilibre sur les orteils dans le deuxième solo, où on voit quelques gestes qui apparaissent de la mort du cygne, ou sous la forme d'une diadème en plume blanche dans le quatrième solo, et surtout comme une sorte de rappel ou de citation en bas de page à différents moments de l'œuvre, surtout à partir du mouvement respiratoire des bras, imitant les ailes du cygne, qui commence normalement par une flexion de coude vers le haut, qui donne un mouvement en premier accent après lequel le coude tombe progressivement, laissant les poignets suspendus dans l'air, montrant le reste de la main une certaine légèreté, comme si l'énergie transmise par le coude s'arrêtait au niveau des poignets. Bon, ça c'est une analyse de ces mouvements des ailes du cygne qu'on connaît, qu'on connaît très bien, je pense, et qu'on voit chez Maya Plisetskaya de dos, parce qu'elle commence son solo de dos et elle tient un bon moment juste sur pente, en train de faire ce mouvement, où la force des coudes est fondamentale. Et voilà, et finalement, une citation musicale à la fin de la pièce, avec la musique de l'amour du cygne de Saint-Saëns. Il y a une expression en flamenco que j'aime beaucoup qui est utilisée pour désigner la fin d'une mélodie musicale, soit faite par la guitare, soit faite par le chant, et on dit que le chant meurt ou que la guitare meurt. C'est un peu ça ce qui se passe à la fin de Pavlova 323, quand le spectacle meurt, la musique de la mort du cygne réapparaît, et il y a en effet des descentes d'un rideau en plastique derrière, si je me rappelle bien, et avec la descente de la mélodie qui fait que tout, on a l'impression que tout va ensemble et qu'il y a vraiment un essoufflement même du théâtre avec la musique qui descend et le rideau. Donc ça serait, je ne sais pas quelle heure est-il, mais c'était juste une introduction. Donc introduction par rapport à l'esthétique de la mort telle que je l'ai vécue, dansée et appris. Et introduction par rapport à une possible citation dans Pavlova 323 de La mort du cygne de Fokin Pavlova. Et maintenant, oui, on rentre dans la dissection chorégraphique de la pièce, qui est en quelque sorte aussi un exercice post-mortem, parce que j'ai fait cette analyse à partir de l'enregistrement vidéo
et d'une source vidéo, je n'ai pas pu regarder la pièce en direct. Et c'est une question que je me pose aussi par rapport à l'efficacité d'une analyse de ce type-là et de la connaissance anatomique, je dirais, et comme dans la leçon d'anatomie de Rembrandt, qu'on peut faire d'une pièce, d'une manifestation vivante, d'une pièce dansée, et à partir d'un enregistrement vidéo et de l'analyse réitérative sans son, avec le son, et en arrêtant pour regarder en détail le mouvement de quelque chose qui n'existe plus en tant que tel. Mais c'est juste une question que je laisse derrière. Donc, ce que je vous propose de faire, comme on a fait avec l'amour du cygne, c'est enfin, je vais essayer en tout cas, de lire l'analyse que j'ai faite des différents solos, parce que la pièce se constitue comme une sorte de suite des solos, et où chacun des interprètes va effectuer son processus de mort, en regardant un long extrait, ce n'est pas la pièce complète, mais un long extrait, pour voir ce que ça donne, les dialogues entre les images et ce que je vais dire de chacune des coupures ou des tranches chorégraphiques des solos que je vais analyser. Donc pareil, je ne vais pas mettre le son. Et ce qui m'a intéressé dans l'analyse de ma pièce, c'est justement comment, même s'il s'agit d'une suite de solos, l'importance du groupe est fondamentale. Et donc ma question pour analyser cette pièce, c'était quel est le rôle des autres dans le processus de la mort, quelle est leur fonction, comment ils ou elles accompagnent ceux et celles qui sont en train de mourir, et pour poser une hypothèse aussi sur la notion de solo dans cette pièce, est-ce que c'est vraiment des solos ou pas du tout. Donc dans le premier solo que vous êtes en train de regarder, la danseuse entre quand le reste des danseurs sont déjà sur scène, tombés par terre en train de trembler. Dans la première partie du solo, où elle reproduit l'explication de Maya Plisetskaya assise sur un tabouret, les danseuses restent au sol et elles commencent à abandonner la scène que quand elle s'élève et commence à faire des mouvements spasmodiques. Quand elle se met à genoux et commence à s'asphyxier avec son propre pull, comme un captif d'une guérilla, il n'y a qu'une autre danseuse sur scène, une tête de mort et un tabouret, formant un étrange triangle à l'intérieur duquel la danseuse agonise. Donc vous voyez, vous n'entendez pas, mais elle fait l'explication pas en français, et si je me rappelle bien, des Mayas, et à partir de là, elle construit son solo. Dans le deuxième solo, le deuxième solo commence quand les autres danseurs sont en train de quitter la scène. Cette fois-ci, encore une fois, seulement reste un autre danseur, le tabouret et la tête des morts. Mais la fonction du danseur a changé. Dans le premier solo, la danseuse, qu'on appellera danseuse témoin, n'était pas spectatrice. Elle restait tombée par terre sans regarder la danseuse qui était en train de danser et d'une certaine manière sans assister au solo. Maintenant, le danseur témoin est derrière. Il la regarde dans un premier moment, c'est pas ce solo-là, mais il laisse de prêter attention très rapidement pour regarder deux faces pendant que la danseuse parcourt la scène. Il recule un peu, très lentement, et la regarde encore un peu, mais avec une sorte d'indifférence ou d'ennui, comme si l'agonie de la danseuse ne les touchait pas, comme si c'était normal de la voir mourir, ou comme s'il était là juste parce qu'il devait l'être, juste parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un en train de regarder pour qu'on puisse mourir. Donc ça pose aussi la question de comment on assiste à un processus de mourir. Est-ce qu'on regarde ou on ne regarde pas? Est-ce qu'on se sent touché ou pas par la souffrance d'autrui? Et quel type de présence est exigé pour accompagner les autres dans ce processus-là? Dans le troisième solo, la fonction des autres danseurs change aussi. Ils participent activement dans le processus du mourir. Ils la convoquent, comme vous pouvez regarder maintenant, en annexant des objets au corps du danseur qui est pris dans une temporalité épaisse, qui contraste avec la rapidité des déplacements du reste des danseurs. Il y a un marteau, un bonnet rouge, un microphone, une raquette de ping-pong, un pistolet, un sifflet, un harpon, un bidon d'essence, un
paillasons, etc., qui fonctionnent comme des prothèses du danseur, comme s'il était une sorte de Mr. Potato, dans lesquels on pouvait insérer ou enlever des objets disparates qui n'ont rien en commun et dont la plupart n'a pas pour fonction d'aider à tuer quelqu'un. Le danseur devenant l'espace de confluence d'objets hétérogènes reçus avec une passivité presque totale, met en jeu littéralement le processus de mourir et la participation impuissante des autres. Les autres se trouvent face à une double inefficacité, celle des objets qui ne servent pas à faire mourir et celle des armes létales qui sont reçues comme si elles étaient des jouets. Donc ça incite sur un point que je développerai à la fin, sur le fait de représenter la mort sur scène en mettant au jour le fait que c'est une représentation. Le quatrième solo suit la même logique, sauf que le moment où le danseur tombe finalement arrive quand il n'y a plus personne sur scène. À nouveau, le son d'une sonnerie, comme un appel à mourir qui convoque les danseurs sur scène. Quand le son s'éteint, il commence à tomber progressivement en tremblant. Le cinquième solo ne rompt pas avec la continuité du tremblement groupal. La danseuse démarre en chantant et elle s'élève en tremblant. Et peu à peu, les autres danseurs s'élèvent et quittent la scène, en la laissant seule avec un ennemi invisible contre lequel elle semble lutter. Le solo que vous êtes en train de regarder maintenant, c'est une sorte de distribution topologique des danseurs où, en gros, la danseuse se cogne contre les différents corps qui sont dans un état d'immobilité. Et donc, la fonction des danseurs dans ce solo-là est plutôt une fonction géographique d'obstacles, d'accidents contre lesquels la danseuse se heurte. Je vais arrêter ici. Se heurte et construit sa danse comme une sorte de conséquences ou d'effets de son mouvement contre le corps des autres, qui ont un rôle donc presque scénographique. Le septième solo est celui de la sonnerie qui prend une consistance physique à travers un reproducteur musical qui passe de main en main. Donc à chaque fois qu'un solo commence, il y a le son d'une sonnerie qui arrive, et qui détermine un peu le passage entre une scène et l'autre. Et cette fois-ci, c'est avec un dispositif qu'on entend le son de la sonnerie et le dispositif passe d'une main à l'autre comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Et donc l'explosion vient avec le silence de la sonnerie qui indique peut-être l'éveil, après lequel paradoxalement les danseurs tombent. Donc justement, ce jeu entre silence et l'urgence de la sonnerie. Et donc je me suis arrêté ici justement dans le huitième solo. Non, pardon, ça c'est le dernier. Et avant, il y a une distribution figurale des danseurs. Mais ce qui m'intéresse de ce solo sur lequel je m'arrête, c'est une nouvelle citation qui apparaît de ces danseurs par rapport au personnage de la mort dans la table verte de Courrios de 1932. À la fin du solo, il se frappe la poitrine et les restes des danseurs font leur dernière apparition. Commence la dernière partie groupale sur laquelle j'ai déjà parlé, le rideau qui tombe et la musique qui apparaît. Et c'est justement la seule scène qui ne peut pas être lue depuis le point de vue du solo chorégraphique, mais comme une pièce groupale. Et donc, encore une fois, ce qui m'intéressait, c'est comment dans chaque solo, la fonction du groupe se modifie et à quel point les autres sont nécessaires pour que le processus de la mort s'effectue. C'est quelque chose qui met en question la notion de solo dans cette pièce, même s'il y a une centralité de celui ou celle qui meurt, et aussi pose la question sur la présence des autres dans les processus des maladies et des morts en général et au-delà de la scène. Et ce qui m'intéressait énormément dans la pièce, c'est justement la limite de la représentation de la mort et comment, à travers ce changement rapide par le son de la sonnerie
et le changement des rôles des danseuses, c'est-à-dire que les danseuses vont être parfois ceux ou celles qui sont en train de mourir et parfois ceux ou celles qui accompagnent la mort des autres. On montre la possibilité de montrer la mort. C'est pas on ne fait pas comme si la mort était réelle sur scène, mais on montre juste le processus physique et kinesthésique de ce processus de la mort, et puis on change. Et ce changement radical par le son et par l'alternance des rôles me semble fondamental pour comprendre justement les limites de la représentation de la mort sur scène ou ailleurs, et une indication du fait qu'on n'a pas accès à la mort d'autrui, mais juste à ses effets. Donc on peut représenter la mort tout en représentant le cadre de la représentation et l'impossibilité d'aller au-delà de ce cadre-là. Donc la dernière scène, dont je vous ai déjà parlé, ne constitue pas une scène de salut ou de réconciliation avec le public, spectateur d'une chaîne des morts après laquelle viendrait la grâce. Et c'est la clé de la cohérence du spectacle, à mon avis, en montrant la vérité de la fiction de ce processus de mort, en alternant les rôles des danseuses, qui sont autant des porteurs que des cadavres portés, autant des vivants que des morts. La mort n'est pas donc un objet privilégié de la représentation spectaculaire, mais sa limite, ou je dirais même son dehors. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à l'analyse un peu entomologique de cette pièce et à l'introduction que j'ai faite sur la précompréhension qu'on a de la mort? Je dirais qu'on reste débiteur d'une conception de la mort comme l'opposé à la vie. Et j'aimerais vous faire écouter peut-être un audio. Et j'avais prévu une mise en mouvement pour finir la communication, mais je pense qu'on n'a pas trop le temps. Si, Si, on a le temps? Oui. Parfait. Donc on va faire ça. Et maintenant j'enlève mes chaussures. Et moi je change de place. Et encore une fois, ça peut être un complet échec. C'est par rapport au partage. C'est en gros les textes d'une conclusion, ou plutôt d'une ouverture du débat par rapport à la représentation de la mort sur scène. Et de la même manière que j'ai introduit la communication par la danse, je voulais la finir par le mouvement, même si le mouvement que je propose va dans une direction qui me semble problématique, et je vous dirai pourquoi après. On représente la mort à des fins pédagogiques ou religieuses pour nous avertir que la vie était quelque chose de sérieux, comme le disait le poète Gilles de Biedma, ou pour promettre une seconde vie éternelle qui nécessite le repli de notre vie morale aux exigences d'un livre sacré. Cependant, dans Pavlova 3 minutes 23 secondes, il s'agit de danser le processus même de la mort, peut-être pour commencer à mieux le comprendre physiquement, de l'intérieur. La mort est montrée comme un processus soudain, comme un mouvement potentiellement chorégraphique, comme une surprise musculaire, comme une concentration karmique ou un événement, tel qu'il est décrit dans le livre « Tuer Platon » de Chantal Maillard. Cette thanatos esthétique peut, peut-être, servir d'indice pour développer une autre ligne de recherche sur notre précompréhension de la mort comme le contraire de la vie, comme sa fin ou comme la transition vers une autre vie. Peut-être pourrions-nous apprendre à le comprendre comme un exemple du changement propre à tous les phénomènes, particulièrement significatifs du point de vue de cette vie humaine, spécialement pour celles qui restent de ce côté-ci de l'existence, mais dénuées de toute pertinence dans un cadre ontologique plus large. Si nous supposons que l'énergie n'est ni créée ni détruite et que la seule chose qui existe est le changement sans commencement ni fin, comme le soutient la philosophie bouddhiste Mahayana, alors nous devrons dire que la mort n'est rien de plus qu'un mouvement, un pas au-delà dans tous les sens du terme, comme le soulignait Maurice Blanchot.
Donc l'idée de ce dernier exercice était justement une opportunité pour moi de rentrer dans une boucle des processus de mort et de renaissance de manière très pas improvisée, mais avec un processus de recherche derrière très court, je dirais. Et justement, en lisant un texte de Leonard Cohen qui s'appelle Comment écrire de la poésie ou un truc comme ça, il dit justement que quand on parle de la mort, on ne doit pas tourner la tête, aller derrière et fermer les yeux pour ne pas tomber dans les clichés sur ce qui est la mort et aller au-delà de la littéralité, je dirais, du mouvement. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait problématiser peut-être cette mise en représentation du boucle et de la possibilité d'inclure la mort comme un mouvement dans un cycle qui se répète et duquel elle fait partie, mais d'une manière pas spécialement importante quand on a conscience de la répétition à l'infini de ce processus-là et du fait que justement c'est un pas au-delà, dans le double sens du terme, dans le sens d'un pas vers quelque chose d'autre et en même temps d'un pas qui ne peut pas aller ailleurs, quoi, mais qui reste dans ce cycle de mouvement. Merci beaucoup. Merci. Je vais reprendre la parole et probablement aussi vous la donner car vous aurez sûrement énormément de questions. Moi, j'ai une série de réactions plus que des questions où ça a éveillé énormément de questionnements en moi, mais pas forcément liés à une question que je veux vous poser. C'est plutôt une réaction, notamment si je me rappelle la première pièce ou la première chorégraphie que vous nous avez faite, qui était pleine d'énergie et de volonté et de vie finalement, alors que la dernière était, en tout cas pour le début, la représentation de la mort, puis peut-être d'une ressource, d'une renaissance, comme vous le disiez, ce cycle que je perçois aussi dans votre analyse de Pavlova 323 avec cette idée finalement de l'importance du témoin et du passage de témoin peut-être, presque en allant vers la métempsychose si on va jusqu'au bout de votre représentation avec cette idée que lorsqu'on est témoin, on sait que soi-même on ira, on sera le danseur ou la danseuse qui devra mourir au prochain tour. Donc, voilà, j'essaye de verbaliser toutes ces pensées qui me sont venues en vous regardant et en regardant les vidéos, mais ça ne va pas forcément construire ni une question ni un commentaire très structuré. Oui, non, en fait, justement, la première pièce qui était justement un chant lié aux processions et aux sculptures aux tailles de la Vierge du Christ, il y avait... j'ai fait un travail de reproduction de certaines sculptures. Et, donc c'est justement pour ça que le côté des présences figurales ou fortes tenues est très présent. Et parce que je voulais justement montrer comment ces figures-là en bois dansent d'une certaine façon, se balancent, mais elles sont fixes et l'expression est aussi fixe. Voilà. Donc c'est pour ça que l'impression est de quelque chose qui est dur, et aussi parce qu'il y a un caractère très dramatique dans le chant qui fait partie de cette thanatosthétique dont je parlais tout à l'heure, de l'esthétique associée à la mort, qui fait partie aussi de la culture espagnole, mais qui pour moi reste problématique par rapport à une conception plus large de la mort. Et je pense que cette force, cette puissance, ce caractère dramatique ne peut apparaître que quand on considère la mort comme on le fait normalement, comme la fin d'une vie, et donc comme un changement radical. Et, tandis que dans le deuxième exemple, danser, cette puissance, cet effet tragique n'a aucun sens en fait, parce qu'on est juste en train de passer un cap
vers quelque chose, exactement, et de réactiver quelque chose qui ne peut que se réactiver. Donc le dramatisme de la musique et même de l'expression faciale ou des gestes n'a aucun sens. Et la représentation, l'importance de la représentation de la mort, c'est peut-être aussi pour accepter ce fait évident et le célébrer comme une puissance de vie. Enfin. Merci beaucoup Fernando, merci beaucoup pour toute cette traversée aussi qui nous affecte aussi physiquement. J'avais quelques questions par rapport à ce que tu as développé autour de Pavlova, mais on va revenir évidemment sur la pièce tout à l'heure aussi avec Mathilde. Mais en tout cas sur cette question de la citation, puisque tu as fait mention effectivement déjà du ballet de Fokine, enfin en tout cas de ce solo qui est aussi un solo qui travaille l'improvisation, et qui est une des citations en fait de cette pièce, puisque tu nous as aussi évidemment montré que dans cette pièce il y avait ce solo La Mort qui vient de la Table Verte, donc qui est plutôt extrait de la Table Verte de Curtius, avec un rappel des lignes du costume, puisque dans Curtius c'est vraiment un squelette qui danse, et là ce sont juste quelques lignes sur ce corps nu qui nous rappelle, qui nous renvoie à cette citation. Pour moi, cette question de la citation, elle irait aussi vers ce que tu proposes, c'est-à-dire cette question du pas au-delà qui est sans cesse réactivée et qui est vraiment une des questions, je pense aussi, de la façon dont on s'approprie une histoire de la danse au travers justement d'une réactivation d'un mouvement, même post-mortem. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de très important. Voilà, donc je voulais te faire réagir à ça. Je ne vais pas utiliser le micro, mais je le fais maintenant. Et c'est très intéressant, oui, enfin, je n'avais pas pensé à cette idée de la citation chorégraphique comme un pas au-delà, mais effectivement, ça fait écho à cette idée selon laquelle on est en train d'avancer dans l'impossibilité de l'avancer, ou en train de créer quelque chose de nouveau dans l'impossibilité d'un geste inouï, si on veut le nommer comme ça. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'idée de pouvoir voir plusieurs danses dans une danse, ou plusieurs pièces dans une pièce, et de s'interroger aussi sur le type des rapports ou des non-rapports, conscients ou inconscients entre des pièces. Quand on parle des citations, c'est parce qu'effectivement c'est conscient. Il y a peut-être une volonté ou un dispositif qui permet de tracer le lien entre deux pièces chorégraphiques, donc ce n'est pas quelque chose d'innocent ou d'inconscient, et de voir aussi quelle distance existe, quels éléments sont repris et pourquoi, et qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai pris un moment pour donner quelques exemples qu'on a vus après dans la vidéo de comment Pavlova 323 apparaît comme une sorte de comment la mort du cygne réapparaît dans Pavlova 323, et je dirais que la citation dans cette pièce est de l'ordre du revenant. Donc c'est pas, justement c'est fantomatique dans le sens où la pièce n'est pas reprise dans tous les gestes de Pavlova ou d'autres danseuses qui l'ont dansé, et c'est comme s'il y avait des petits morceaux ou des sortes des éléments qui apparaissent. Des particules. Oui, des particules qui apparaissent et auxquelles parfois on ne s'attend pas, et ça revient toujours, non? Et donc ça produit un effet d'apparition qui m'intéresse beaucoup, justement parce que ça complexifie beaucoup les rapports entre les deux pièces et la manière qu'on a de décortiquer une pièce pour en faire un usage créatif. Voilà. Merci. Merci.